Bien, mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour cette première audition de notre nouveau ministre en charge des Français établis hors de France. Je salue nos collègues qui participent à cette audition par visioconférence. Enfin, j'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et qu'elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Elle sera donc également visionnable, consultable en rediffusion. Alors, Monsieur le ministre, cher Olivier Becht, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première audition au Sénat. Il y aura d'autres fois, bien sûr, car nous tenons à avoir des échanges réguliers avec vous et nous vous remercions par avance d'en accepter le principe pour que notre groupe d'études puisse faire œuvre utile pour nos compatriotes à l'étranger, toujours en étroite collaboration avec vous, votre cabinet, dont je salue ici le directeur et les membres ici présents et les services de votre ministère. L'objectif de cette audition est de vous permettre de présenter votre feuille de route pour les Français de l'étranger et de faire avec vous le tour des questions qui les concernent. Permettez-moi de dire quelques mots de notre groupe d'études et de ses activités. Il est composé de 55 sénateurs représentant tous les groupes politiques du Sénat. Nous avons également la chance de compter parmi nous plusieurs présidents de commissions et de délégations. Notre groupe ne réunit pas seulement les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France, mais également de nombreux sénateurs des départements, de métropole et d'outre-mer. Notre approche est transversale. Nous suivons et traitons tous les sujets qui concernent les Français établis hors de France, qu'il s'agisse des questions de santé, de fiscalité ou d'éducation, qui occupent une grande partie de nos travaux, mais aussi plus largement les questions sociales, la sécurité des Français à l'étranger et les perspectives qui leur sont offertes en termes de développement économique, notamment lorsqu'ils sont chefs d'entreprise. En premier lieu, vous n'en serez pas surpris, nous souhaiterions que vous puissiez dresser un bilan rapide des élections présidentielles et des élections législatives à l'étranger. Vous nous direz certainement que globalement, elles se sont bien déroulées. Néanmoins, il y a quelques éléments, notamment des questions sur les files d'attente à l'élection présidentielle, la validation des procès-verbaux qui parfois se sont faits au bout de la nuit, et puis bien sûr sur le vote électronique. Il y a eu, surtout lors du premier tour, des éléments qui sont à améliorer. C'est l'occasion également de saluer ici le travail de tous les bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote, et notamment le travail des conseillers des Français de l'étranger qui ont œuvré pour que ces bureaux de vote également soient tenus. Je vais aborder avec vous plusieurs sujets qui préoccupent notre groupe d'études concernant les Français de l'étranger, et nos collègues permettront bien sûr de vous poser des questions. Alors, je commencerai par les sujets qui concernent la jeunesse. Nos jeunes Français à l'étranger, ils représentent l'avenir de notre pays, de son rayonnement à l'étranger. C'est un point d'attention constant pour notre groupe d'études. Notre inquiétude concerne le sort qui leur est réservé dans cette boîte noire qu'est Parcoursup, interface qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur en France. C'est le cauchemar de tous les parents dont les enfants viennent de passer le baccalauréat, mais encore plus des parents des jeunes Français qui ont fait leurs études secondaires à l'étranger. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En 2021, alors que 89% des élèves scolarisés en France ou dans un établissement du réseau de l'AEFE obtenaient satisfaction quant aux souhaits qu'ils avaient formulés, seuls 53% des élèves bacheliers à l'étranger obtenaient une réponse positive. Il y a certainement des éléments à rectifier sur Parcoursup afin que les élèves résidant à l'étranger soient traités de façon équitable par rapport aux Français de métropole et d'outre-mer. Monsieur le ministre, vous pourrez peut-être nous donner les premiers résultats de la génération 2022 et nous dire si des avancées ont pu être réalisées par rapport à l'année dernière. C'est une question d'égalité des chances, nous y sommes très attentifs. Cette égalité des chances passe aussi par la possibilité d'obtenir des bourses scolaires à l'étranger. Nous serons attentifs au moment de l'examen de la loi de finances pour 2023 à ce que les crédits alloués pour les bourses scolaires soient maintenus. Il serait même logique qu'ils soient augmentés si l'on veut être en cohérence avec l'objectif de doublement du nombre d'élèves et de la montée en puissance du réseau d'enseignement français à l'étranger voulu par le président de la République à l'horizon 2030. Nous avons une préoccupation identique s'agissant des crédits consacrés au dispositif FLAM, français langue maternelle, dont on peut redouter une érosion lors des prochaines lois de finances. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la diffusion de notre langue à l'étranger. Il serait donc dommage qu'une diminution de l'enveloppe qui leur est allouée compromette le démarrage de projets déjà bien engagés.
Enfin, nous voudrions être assurés sur l'évolution du nombre de postes dans les écoles du réseau français d'enseignement à l'étranger. Après plusieurs années de suppression de postes, nous souhaiterions que la tendance s'inverse dès l'année prochaine. Le même constat s'impose dans les consulats, avec plusieurs centaines de suppressions de postes, ce qui dégrade d'autant les conditions d'accès des Français de l'étranger aux services consulaires. Le mois de juillet est le moment des arbitrages budgétaires. Vous nous direz ce que vous avez prévu dans ces différents domaines dans le budget 2023. J'évoquerai aussi la question très sensible des retraites pour les Français qui vivent à l'étranger. Les difficultés sont principalement de deux ordres. Tout d'abord, pour les pensionnés français qui ont choisi de passer leur retraite à l'étranger, se pose la question récurrente des certificats de vie, des attestations d'existence. Vous le savez, pour percevoir sa pension à l'étranger, il faut régulièrement attester de son existence en présentant un tel certificat. S'il n'est pas présenté, la pension est alors suspendue et il est très difficile d'en rétablir le versement. Il en résulte des situations de détresse qui peuvent se révéler être particulièrement critiques. En France et dans certains pays dans lesquels la France a signé une convention, l'Allemagne, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et bientôt Israël, cette formalité n'est plus nécessaire grâce à un système automatisé de partage d'informations sur les décès. En l'absence de telles conventions, le décès à l'étranger est difficile à connaître des services de versement des pensions françaises. C'est une réelle contrainte. On essaye de simplifier et de dématérialiser les démarches tout en limitant les risques de fraude, mais le compte n'y est pas encore. Deuxième grand sujet, la reconstitution des carrières. Lorsqu'il y a plusieurs périodes d'activité réalisées en France et à l'étranger, la liquidation de la retraite relève le plus souvent du parcours du combattant. Même si les services offerts par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, la Caisse des Français de l'étranger CFE et le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, le CLES, ont permis de réaliser de grands progrès, il y a encore, là aussi, une marge importante d'amélioration. Je terminerai par la fiscalité. Vous le savez, une inégalité perdure entre Français expatriés vivant dans les pays de l'espace économique européen qui ne payent pas la contribution sociale généralisée, CSG, et la contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS, sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières et les autres qui y sont encore assujettis. C'est une injustice que nous avons souvent demandé de réparer sans avoir été jusqu'à présent entendus. Une autre de nos préoccupations est aussi de permettre aux Français de l'étranger de conserver une résidence en France. La maison, l'appartement en France, c'est ce qui permet aux Français qui vivent à l'étranger de conserver un lien avec la France. Dès lors que cette résidence est considérée comme une résidence secondaire, s'y applique une fiscalité lourde qui ne permet pas forcément de la conserver. J'ai d'ailleurs déposé aujourd'hui même une proposition de loi visant à créer une telle résidence d'attache ou résidence de refuge pour les Français et qui serait ainsi exonérée de taxes d'habitation. Sur ces deux sujets en particulier, comme sur l'ensemble des questions que j'ai pu évoquer, nous espérons progresser dans le cadre d'un dialogue constructif avec votre ministère vers des solutions équilibrées et plus équitables pour nos concitoyens établis à l'étranger. Je vous remercie de votre attention. Mes chers collègues, Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Puis mes collègues auront certainement des questions à vous poser. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Ronan Le Gleut, Mesdames, Messieurs les sénateurs qui êtes à la fois présents ou en visio, et puis plus généralement également toutes les personnes qui regarderont cette audition en différé, que je souhaite également saluer. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai grand plaisir à être cet après-midi devant vous au Sénat, parce que même si l'intitulé de mon ministère est celui du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, je considère que les Français de l'étranger, ce n'est pas la troisième priorité, mais c'est aussi l'une des priorités principales, parce que la force économique de la France, que ce soit dans la capacité de faire du commerce ou également dans l'attractivité, dépend aussi de l'image que la France a à l'étranger, et les Français de l'étranger sont nos premiers ambassadeurs de cette image que nous véhiculons à l'étranger, mais aussi du dynamisme de notre pays. Donc je considère que nous devons évidemment à nos Français de l'étranger, et c'est le rôle aussi, le nom de votre groupe, le statut, le rôle, la place, nous leur devons exactement la même considération
le même statut et la même place que n'importe quel Français vivant sur le territoire de la métropole ou des Outre-mer. Le principe loin des yeux, loin du cœur ne doit pas s'appliquer aux Français et aux Françaises de l'étranger. Et je voulais dire que c'est évidemment le sens dans lequel je conçois aujourd'hui ma mission. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que nous aurons, je l'espère, l'occasion de travailler ensemble sur l'ensemble des sujets. Sachez que je viendrai devant votre groupe d'études comme devant les commissions aussi souvent que de nécessaire pour que nous puissions avoir cette démarche constructive. Je prends ma mission avec beaucoup d'humilité, hein. J'ai été nommé il y a 3 semaines, donc je compte aussi sur vous pour me faire remonter les problématiques qui sont celles des Françaises et des Français de l'étranger. Certaines, je les écoute sur le terrain, puisque je vais avoir la chance de pouvoir faire, dans le cadre également de mes fonctions sur le commerce et sur l'attractivité, des déplacements dans de nombreux pays dans le monde. Et donc, j'ai commencé dès cette semaine, d'ailleurs, avec le Cameroun et le Bénin, à rencontrer les communautés françaises installées dans ces pays. Et je le ferai évidemment dans tous les pays dans lesquels je me déplacerai, que ce soit en Europe ou dans les autres pays du monde. Mais je sais aussi que le meilleur moyen d'essayer de répondre aux attentes, c'est d'être à l'écoute de tous et aussi et principalement des représentants des Français de l'étranger que vous êtes ici aujourd'hui également en tant que parlementaire. Alors, en ce qui concerne ma feuille de route, je vais rentrer aujourd'hui directement un peu dans le vif du sujet. On a eu une période un peu compliquée au cours des 2 dernières années qui était notamment liée à la crise sanitaire. Mais enfin, quand on regarde un peu l'enchaînement des crises, on a l'impression que les périodes compliquées ne vont pas s'arrêter. Ce n'est pas simplement une parenthèse, puisque maintenant, avec l'invasion de la Russie, enfin l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons derrière des conséquences économiques, inflationnistes et donc sociales qui viennent aussi bouleverser nos concitoyens et de nombreux citoyens dans le monde. Et donc il faudra évidemment y répondre. Nous avons fait, je pense, et je voudrais saluer l'action de nos administrations, à la fois la direction des Français de l'étranger, l'administration consulaire, mais aussi l'ensemble des agents que nous avions dans les postes, sur le terrain, qui ont pris part à la gestion de la crise sanitaire, notamment la question des réponses d'urgence pour organiser le retour sur le territoire des Français qui étaient soit de passage à l'étranger, qui étaient bloqués dans les pays, qui se confinaient de manière brutale, celles et ceux qui étaient malades et qu'il a fallu parfois rapatrier d'un point de vue sanitaire, et puis celles et ceux qui sont restés sur place, qui ont eu souvent des conditions parfois compliquées, y compris d'accès à la vaccination. Et donc, je voulais juste rappeler que nous avons organisé dans 70 pays sur les 5 continents, partout où les vaccins qui étaient homologués par l'Union européenne n'étaient pas disponibles, eh bien, nous avons organisé des campagnes vaccinales et permis à nos ressortissants et à leurs ayants droit de pouvoir se vacciner. Pour celles et ceux qui étaient vaccinés par d'autres vaccins, nous avons géré parfois dans l'urgence au cours de l'été la question des passes vaccinaux pour permettre l'accès de ces personnes à notre territoire. Nous avons aussi mis en place des mesures spécifiques pour apporter une aide sociale à celles et ceux qui étaient dans la difficulté, du fait notamment du Covid. Je veux parler notamment des aides dites SOS Covid qui ont été versées par les ambassades et les consulats, qui ont été renouvelées en 2021 et qui s'arrêteront théoriquement au mois de septembre. Alors je sais que certains d'entre vous m'ont déjà fait remonter cette problématique en disant attention, les aides s'arrêtent et pourtant la précarité, elle, ne s'arrête pas. Et donc je voulais tout de suite vous rassurer en vous disant que d'une part, le reliquat de ces aides vont être versés
sur les enveloppes des aides sociales classiques que nous allouons aux Français de l'étranger et que nous resterons bien sûr attentifs à l'ensemble des demandes pour faire en sorte que personne ne soit laissé évidemment au bord du chemin. En ce qui concerne justement les aides sociales, je voulais en plus du dispositif des aides sociales directes classiques, celles qui sont versées par les consulats, les CCPAS. Je voulais également souligner les organismes locaux d'entraide et de solidarité, les fameux OLES, voilà, et vous dire donc qu'on va faire en sorte que ces crédits non consommés sur les aides SOS Covid puissent être versés à travers les crédits des CCPS ainsi que, le cas échéant, des OLES. Je voulais également insister sur les crédits dits du dispositif STAFF, c'est-à-dire le soutien au tissu associatif français à l'étranger. Vous savez que quand on a supprimé la fameuse réserve parlementaire que nous avions pour abonder normalement les projets associatifs, eh bien nous avons créé des dispositifs sur le territoire national et nous les avons dupliqués également au niveau de l'étranger pour soutenir non pas les associations, mais bien les projets associatifs. Et donc, je voulais vous rassurer en vous disant que ces crédits-là, qui rentrent, entre guillemets, aussi dans l'enveloppe, on va dire, des aides directes et indirectes que l'on fait à partir de nos consulats, eh bien, ces crédits, évidemment, seront maintenus, abondés. Voilà, donc que l'enveloppe de 2 millions d'euros annuels sera évidemment maintenue. Voilà, et ces 200 subventions, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, pour l'année 2022, il y a déjà 200 subventions qui sont attribuées pour un montant de 1,37 million d'euros. Donc vous voyez qu'il y a encore un peu de marge et que les crédits restants seront redéployés, s'ils ne veulent pas être tous consommés, sur l'enveloppe sociale dont on parlait à l'instant, là aussi pour abonder les aides sociales. Mais mon ambition n'est évidemment pas simplement de gérer les problèmes sociaux des Français de l'étranger, même si, je le dis, la précarité n'est pas simplement pour les Français sur le sol national, c'est aussi pour le sol, enfin, de ceux qui résident à l'étranger, et donc nous y répondrons. Mais mon ambition est surtout de faire en sorte que nous puissions développer l'économie qui est mise en place par les Français à l'étranger. Et ça rentre clairement dans le cadre également de mes missions au titre du commerce extérieur et de l'attractivité. Nous étions avec le président de la République au Cameroun et hier au Bénin. J'ai eu la chance de voir les progrès incroyables que réalise la République du Bénin en matière économique et je compte bien inviter les entreprises françaises déjà établies à l'étranger, celles qui ont envie de s'internationaliser, voilà, de tenter cette aventure africaine qui me semble d'un point de vue économique extrêmement important. Je suis persuadé que l'Afrique est le continent de la croissance du XXIe siècle. C'est vrai qu'un certain nombre de pays ont des problématiques sécuritaires compliquées. C'est évident, nous le savons de la part de nos propres opérations militaires, mais il ne faut pas regarder l'Afrique simplement par le prisme de ce qu'on voit à la télévision à travers les conflits sur la bande sahélo-saharienne. Il y a aussi beaucoup de pays qui se développent avec des forts taux de croissance et il faut que nos entreprises françaises qui sont soit déjà installées à l'étranger, soit qui souhaitent s'internationaliser, eh bien, ne manquent pas l'opportunité qu'offrent les pays africains ou qu'ils offriront encore dans les prochaines décennies. Ce que je dis pour l'Afrique est évidemment valable pour les autres pays du monde en ce qui concerne l'attractivité des entreprises françaises à l'étranger. Et je voudrais, dans ma feuille de route, inscrire un point particulier qui est celui de la marque France.
nous souhaitons travailler sur la marque France. Nous insistons beaucoup sur le Made in France. Je souhaiterais que l'on puisse, dans le cadre des travaux de la marque France, travailler également sur le Made by France. Parce que l'image que nous donnons à l'étranger, par la qualité de nos produits, par le dynamisme de nos investisseurs, eh bien, c'est aussi et surtout celle de nos entreprises. Et donc, nous devons valoriser cette qualité par l'existence d'un label Made by France qui viendrait compléter le Made in France. Ensuite, troisième point, après le social économique, ce qui est peut-être l'un des principaux sujets de nos compatriotes établis à l'étranger, c'est les rapports avec l'administration. Bon. Là, on va quand même se dire les choses. Nous avons, peut-être même de manière très directe, nous avons dans les dernières décennies désarmé nos services consulaires. Nous avons désarmé nos services consulaires. Bon, nous n'avons pas fait que désarmer nos services consulaires, nous avions aussi désarmé une partie de nos armées, de nos policiers, de nos gendarmes, de nos tribunaux. Nous avons pensé faire des économies et nous constatons que parfois les économies ont été mauvaises parce qu'elles ont dégradé la qualité du service public. On l'a vécu pendant la crise Covid, on l'a pris en plein dans la figure, si je puis dire, quand on a constaté que notre système de santé, qu'on pensait être le meilleur au monde, était en réalité au bord du chaos. Et donc, ce que les gouvernements d'Emmanuel Macron ont réalisé maintenant depuis 5 ans, c'est la tentative de réarmer nos différents services publics, de remonter en puissance. On a commencé à le faire d'ailleurs avec l'armée à travers la loi de programmation militaire, puis en matière de santé avec le Ségur, puis en matière de justice. On l'a fait également avec le Grenelle de l'intérieur. Il nous reste à faire les états généraux les assises de la diplomatie et à obtenir aussi les crédits qui nous permettront de remonter en puissance dans nos postes, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on se parlera tout à l'heure, notamment sur l'enseignement, mais aussi sur le service public qu'on peut donner, qui dépendront évidemment des moyens qu'on y affectera. Sans moyens, ça sera difficile évidemment d'offrir des services publics supplémentaires, et je souhaitais le dire parce que c'est évidemment un sentiment que l'on partage avec la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, sous l'autorité de laquelle j'ai le plaisir de travailler. Voilà, et nous nous battons. Je réponds indirectement à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Les arbitrages ne sont pas encore rendus. Mais avec Catherine Colonna, nous nous battons évidemment pour emporter un certain nombre d'arbitrages qui permettront eh bien, de monter en puissance. Alors, sur les sujets sur lesquels nous souhaitons justement monter en puissance. Dans les consulats, évidemment, c'est la relation de confiance qu'on a entre les usagers et les services publics. Alors, à quel niveau? À différents niveaux. D'abord, bien sûr, sur tout ce qui est démarche en ligne, la fameuse digitalisation que l'on peut avoir. Alors, on l'a fait dans un certain nombre de domaines, notamment dans le registre d'état civil électronique, le RECE, qu'on a lancé en mars 2021, qui est un projet emblématique de modernisation de notre administration, qui vise à remplacer les copies et les extraits d'actes papier qu'on signait manuellement et qui du coup seront signés authentifiés de manière électronique et qui arriveront normalement directement sur les boîtes mail. D'ailleurs, on pourra les demander aussi directement via Internet. Donc, plus besoin de faire la queue devant les consulats, à la fois pour demander le papier et plus besoin d'attendre normalement des jours et des jours pour quand c'est pas des semaines, pour recevoir l'acte papier dans sa boîte aux lettres. C'est aujourd'hui donc l'objectif, c'est d'avoir un délai moyen inférieur à 72 heures
pour un acte que l'on demande par voie électronique. Et dès l'an prochain, les Français pourront également demander des transcriptions d'actes faits à l'étranger par voie électronique. Ça aussi, c'est un progrès que l'on souhaite notable. Le vote par Internet, deuxième grand sujet. Alors, je ne sais pas si je vais y répondre, enfin si je réponds maintenant en détail à la question, ou si vous souhaitiez m'interroger, j'ai bien noté la question sur les élections présidentielles et législatives. Bon, d'abord, constater que ce soit sur les élections présidentielles et législatives, même si la participation globalement reste faible, plus faible pour les Français à l'étranger que pour nos compatriotes de métropole, ce qui est, on va dire, tout dire, voilà. Néanmoins, cette participation, elle est en hausse grâce au vote électronique par rapport au scrutin de 2012 ou de 2017. Donc, le vote électronique a permis d'améliorer la participation, même si évidemment on ne peut pas se contenter du résultat que nous avons aujourd'hui, même d'ailleurs au niveau de la métropole, lorsqu'on continue à voter ou en outre-mer à travers les bulletins papier. En ce qui concerne les problèmes techniques que nous avons eus, et qui sont malheureusement inhérents à toute technique qu'on met en œuvre à un moment ou un autre, nous avons quand même arrivé à les résoudre extrêmement rapidement. Alors, il y a eu deux types de problèmes techniques. Le premier, ce sont les mails, puisqu'il y avait un double code qui permettait d'assurer la sécurité du vote. Premier code reçu par mail, deuxième code reçu par SMS. Alors, il y a eu quelques difficultés, notamment au niveau des élections présidentielles, au niveau du premier tour sur le premier code par mail, notamment aux États-Unis, où on a eu, et législatives aussi, où on a eu des problématiques liées en fait à certaines adresses, Yahoo ou AOL, etc., qui sont passées, selon certains serveurs, dans les spams, et qui n'ont même pas été renvoyés dans les boîtes spam. Donc ça a été corrigé en moins de 3 jours, je souhaite quand même le souligner, et je souligne aussi que en parallèle du vote électronique, le vote à l'urne était toujours possible. C'est-à-dire que personne, du fait de ces problématiques, n'a été privé de son droit à voter. Deuxième problème technique sur les SMS, qui, encore une fois, ne concernait pas tous les pays, mais quelques pays particuliers, du fait des opérateurs, où là on a eu un problème avec des opérateurs où les SMS ne passaient pas. Et là aussi, ces problèmes ont été résolus extrêmement rapidement et ont permis aux personnes de voter soit par vote électronique, lorsque c'était encore possible, soit par vote à l'urne. Donc, globalement, ce passage au vote électronique, qui, je rappelle quand même, est quand même cadré, on donne toutes les sécurités possibles pour assurer, on va dire, la sincérité, la légitimité du scrutin. Il est supervisé par un conseiller d'État. On a également un certain nombre d'élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et de représentants du ministère qui supervisent tout ça en vote, enfin en temps réel. Voilà, et ça reste quand même, je pense, une bonne solution pour les 1,4 million de Français qui sont inscrits sur les listes et qui votent à l'étranger. Et je le note d'ailleurs par la demande qu'on a eue, on a aujourd'hui à rejouer une élection consulaire. Et je constate qu'il y a une demande forte pour que ça puisse se faire par voie électronique, ce qui malheureusement ne sera pas le cas, parce que pour le coup, je pense notamment à nos collègues
de Montréal, qui ne sera malheureusement pas le cas malgré mes demandes insistantes, parce que là, pour le coup, on a des problèmes de fichiers. Le corps électoral n'est pas le même, parce que pour les élections consulaires, c'est les personnes qui sont inscrites au 1er janvier, alors que pour les élections législatives et présidentielles, on peut s'inscrire encore en cours d'année. Et donc, comme malheureusement, le corps électoral n'étant pas le même, les fichiers qui étaient valables pour les législatives ne peuvent pas être, et l'opérateur qui était, ne peut pas être pris. Donc, on sera malheureusement obligé pour le consulaire. Non, c'est pas le même. C'est la loi, malheureusement. Voilà. En gros, c'est le même corps électoral, simplement pour le corps consulaire, il est figé au 1er janvier. Et oui, oui, c'est si il faut appuyer sur le biais, sur le truc. Pardon, excusez-moi. En fait, effectivement, le corps électoral est le même. Le problème pour le vote par Internet, c'est un problème de marché. Nous n'avons plus de marché sur cette solution. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser le vote par Internet pour les consulaires, parce que le scrutin étant différent, on ne peut pas développer de solution. Oui. Non, c'est un peu différent. Aujourd'hui, s'il y avait une législative partielle, on pourrait faire du vote par Internet. Sur les consulaires partiels, le marché étant échu depuis déjà 2021, il avait été prolongé une fois, on ne peut plus le faire. Voilà. Absolument, voilà. On l'a déjà eu. Bon. Alors, on l'a eu aux dernières élections, effectivement, pour Madagascar et pour l'Inde. Voilà, mais c'était le même marché. C'était le même marché. Oui, alors... Alors, je ne sais pas, Monsieur le Ministre, si vous voulez que je réponde. Oui, allez-y. On est content de ne pas avoir prolongé le marché du vote par Internet sur les consulaires. Le prestataire que nous avons cette fois-ci nous montre qu'il est beaucoup plus fiable. Et donc, en fait, le vote par Internet, on pourrait le faire pour des consulaires, mais dans un délai qui n'est pas celui qui nous est prescrit par la loi. C'est-à-dire que si on pouvait organiser l'élection au mois de mars prochain, ce serait faisable parce qu'il pourrait développer une nouvelle solution à un certain coût. Mais comme il faut l'organiser avant le 22 octobre, ce n'est pas possible. Mais pour les prochaines élections à la fois consulaires, ce sera pris en compte évidemment. Et s'il y a une législative partielle, ça a été pris en compte. Donc, enfin, on a essayé. Hein. Ouais. Je peux vous dire qu'on a essayé parce que j'ai été saisi de cette problématique très tôt, début juillet. J'ai essayé de donner les directives pour qu'on puisse essayer de le faire. Enfin, on a tout essayé et légalement, on ne passe pas par rapport au délai d'organisation du 22 octobre. Oui, merci. Ouais, mais est-ce que vous pourriez nous dire qu'au moins la prochaine fois, aux prochaines consulaires, aux prochaines législatives, quand on passe le marché, on réfléchit en avance parce qu'on sait que ça peut tout à fait arriver, et ça arrive régulièrement. On passe le marché en ayant en tête le fait qu'il peut y avoir une situation d'élection partielle et donc on peut être obligé de réorganiser des élections dans 4 mois et donc on prévoit le coup. J'entends que ce prestataire est mieux que celui d'avant, tant mieux, donc du coup on n'a qu'à le garder s'il est bien et puis la prochaine fois prévoir le coup d'avance, non mais parce que c'est quelque chose qui est quand même tout à fait régulier, quoi, qui arrive souvent. Surtout qu'on avait un rapport sénatorial qui avait émis des doutes sur ce titre et qui avait déjà soulevé le fait que ça s'était déjà passé la fois précédente. Tout à fait. C'est bien les instructions qui sont données et on regardera les formes juridiques, la possibilité de passer des avenants au contrat s'il devait y avoir effectivement des élections qui devaient être rejouées pour qu'on ne se retrouve pas dans la situation où on n'avait plus la capacité de repasser les marchés. Donc, je le souhaite. On n'aura pas besoin d'avenant. Mais je le sais. On n'aura pas besoin d'avenant, ce sera possible à partir de maintenant. La seule chose que je ne peux pas vous garantir par rapport à la phrase que vous avez prononcée, c'est que ce sera le même prestataire parce qu'il y aura une procédure de marché public. Oui. Voilà.
Très bien, écoutez, je vous remercie. Je vous propose, Monsieur le ministre, de conclure votre propos et puis ensuite on passera aux questions détaillées. Alors, simplement pour conclure sur la question des services publics, vous dire que l'objectif, c'est aussi d'étendre le service France consulaire que nous avons mis en place dans 13 pays européens à titre expérimental. On a aujourd'hui de très bons résultats avec un taux notamment de réponse au téléphone quasiment dans la minute pour plus de 90% des appels et les messages qui sont reçus par mail avec un taux de réponse là aussi de quasiment 100% dans l'heure qui suit. Bon, c'est un, on va dire là aussi un certain nombre on va dire d'avancées majeures qu'on souhaite étendre maintenant au reste de l'Europe, de manière progressive également au reste du monde. Je le dis tout de même, il faudra pour cela des moyens humains supplémentaires, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent répondre en permanence au téléphone, ça veut dire quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si on veut faire l'ensemble des pays du monde. Sur la question scolaire, vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'objectif du Président de la République qui est de doubler le nombre d'enfants accueillis dans les établissements d'enseignement du français à l'étranger. Ça veut dire globalement qu'il faut passer... alors nous avons progressé, hein, nous sommes passés de 350 000 à pas loin de 380 000 enfants en quelques années. L'objectif, c'est d'en accueillir encore davantage l'année prochaine. Mais on voit bien que la marche suivante, pour arriver à 700 000, elle est relativement importante. Et donc là aussi, il faudra y consacrer des moyens, notamment à travers l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, et faire en sorte que nous ayons les enseignants supplémentaires qui seront nécessaires. Je voudrais saluer l'initiative qui a été prise par le Sénat sur la loi du 28 février, proposition de la sénatrice Madame Casbonne, qui je crois est vice-présidente de votre groupe d'études, et qui a permis donc de donner un statut, une base juridique aux 16 instituts régionaux de formation qui sont créés par l'AEFE. Ces instituts ont vocation à proposer une offre de formation renouvelée et davantage adaptée aux besoins spécifiques des personnels que nous avons dans le réseau. Et j'espère que ça permettra là aussi de permettre à l'enseignement de recruter davantage de professeurs et donc de répondre aux besoins de nos écoles. Cette loi ne porte pas simplement sur les instituts régionaux de formation, elle permet aussi une meilleure représentation des parents d'élèves dans le réseau, notamment le conseil d'administration de l'AEFE. Prendre en compte la vie des familles, c'était aussi un engagement pris dans le cadre du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, et je voulais noter que cet engagement est d'ores et déjà tenu, voilà, notamment grâce à la loi. Pour ne pas être trop long, dire que nous avons également travaillé sur la question des procédures de recrutement différées des personnels résidents détachés auprès de l'AEFE. On a eu un petit souci juridique à l'issue du contentieux, la fameuse affaire Cantoni. Voilà, c'est désormais quelque chose qui a été, on va dire, réparé d'un point de vue juridique. Il risque quand même d'y avoir du coup un petit délai pour recruter des personnels supplémentaires. Je voulais le noter parce que ça risquerait d'affecter certaines écoles, certains lycées français à l'étranger sur quelques dizaines de postes à la rentrée. Mais évidemment, ce sont les aléas des procédures juridiques.
Certains d'entre vous ont également relevé la parution le 26 avril dernier d'un décret qui augmentait le taux de cotisation retraite des fonctionnaires détachés auprès d'organismes étrangers. Beaucoup s'en sont émus parce que ça évidemment, ça crée des distorsions. La parole a été entendue et le décret concerné a été abrogé le 2 janvier dernier. Voilà, donc je dirais que là aussi... C'était plus tard que janvier, c'était après. 2 juin. J'ai dit janvier, c'est 2 juin, excusez-moi. C'est le 2 juin dernier que le décret a été abrogé. Et donc là aussi, soyez assurés que nous préserverons l'affectation des détachés titulaires de l'éducation nationale dans le réseau, dont la présence est évidemment un gage de qualité pour toutes les familles. Je n'oublie pas que notre action s'appuie également sur d'autres dispositifs qui permettent d'assurer la présence de notre langue et de notre culture. Je pense bien sûr au label France Éducation, dont on va fêter les 10 ans. L'objectif des 500 filières labellisées fixées par le président de la République a été atteint l'an passé, puisqu'on compte désormais 587 filières. Je souhaite souligner également, on en a parlé tout à l'heure, du rôle important joué par les associations Flammes, le français langue maternelle envers les familles françaises et binationales. Voilà, c'est un dispositif qu'on souhaite également développer à travers des activités périscolaires, extrascolaires, qui permettent aux personnes qui n'ont pas accès à une école française, bien de continuer à pratiquer le français. On a mis une enveloppe de 250 000 euros voilà, pour aider au redémarrage des associations qui soit pour financer des projets éducatifs ou culturels, soit pour organiser des rencontres régionales. Donc tout ça en plus des crédits voilà, qui étaient déjà attribués pour accompagner donc, la montée en puissance. Donc c'est un doublement en fait des crédits. Et la campagne de subvention qui a démarré en juin dernier attribue 600 000 euros aux associations voilà, pour donc là encore renforcer le réseau. Voilà, si vous voulez, en quelques mots, cette feuille de route, donc à la fois sur l'administration, sur le volet économique, sur le volet social, sur le volet éducatif. Je dirais que c'est sur ces 4 grands points que l'on souhaite travailler pour faire en sorte d'apporter à nos concitoyens les mêmes services, les mêmes droits qu'ils auraient s'ils étaient en France, avec bien sûr des problématiques particulières, on le sait notamment au niveau de l'éducation et des coûts de l'éducation qui sont compensés partiellement par les bourses, mais c'est bien un service de première qualité que l'on souhaite apporter aux Français établis à l'étranger, et je pense que c'est évidemment ce qu'on leur doit. Donc vous pouvez compter sur l'ensemble des services du ministère, mais aussi ceux des autres ministères, pour faire en sorte que cet objectif, qui est un objectif principal du président de la République dans la feuille de mission qu'il m'a attribuée, soit rempli. Voilà. Je sais que vous avez encore plein de questions auxquelles je n'ai pas répondu directement, notamment sur la fiscalité, mais je pensais qu'on pouvait y rentrer après le propos liminaire. Je suis donc à votre entière disposition pour y répondre maintenant. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour d'ailleurs avoir présenté non seulement votre feuille de route, mais un certain nombre d'annonces. Nous retenons notamment que le reliquat de SOS Covid-19 qui s'arrête donc au mois de septembre pourra être versé sur les enveloppes d'aide sociale, qu'il s'agisse des CCPAS ou des OLES. Donc c'est une annonce dont on se réjouit, que les crédits pour le système le soutien au tissu associatif français de l'étranger, les crédits de 2 millions d'euros donc sont bien maintenus, et que 1,37 million ont déjà permis de subventionner 200 projets, et que là encore le reliquat permettra d'être abondé pour l'aide sociale. Donc là encore, on s'en réjouit bien sûr. Vous faites également l'annonce du Made in France, qui devient un concept plus élargi du Made by France. Et effectivement, le rôle des entrepreneurs français à l'étranger est absolument fondamental pour notre commerce extérieur.
Vous avez rappelé avec des mots forts que nous avons désarmé nos services consulaires. Et effectivement, ce terme, je crois, est tout à fait approprié. Et partout sur le terrain, nous le constatons. Et il est effectivement temps de procéder à une nouvelle montée en puissance que la digitalisation seule ne peut compenser. Vous avez également annoncé que la transcription d'actes faits à l'étranger pourra également se faire par voie dématérialisée. Et puis, alors concernant le vote électronique, vous nous avez effectivement confirmé ce que l'on craignait, c'est que pour l'élection partielle à Montréal, eh bien, il n'y aura pas de vote électronique malheureusement, mais qu'à l'avenir, les marchés étant dûment passés, lors de potentielles futures élections consulaires partielles, nous pourrions disposer de vote électronique. Enfin, vous avez également rappelé le souhait d'extension du service France consulaire au reste de l'Europe, puis au reste du monde, avec un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais qui nécessitera évidemment des moyens. Il est important effectivement de rappeler ce que vous avez dit sur la potentielle existence de petits délais pour recruter de quelques dizaines de postes à la rentrée, dû à la fin du dispositif existant. Et puis enfin, vous avez rappelé le souhait, effectivement, globalement, d'accompagner l'objectif de doublement du réseau. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, pour toutes à la fois ces annonces et ces précisions, certaines dont on se réjouit, d'autres, évidemment, on aurait préféré d'autres nouvelles. Mais enfin, voilà, vous avez fait preuve de clarté, et pour tout cela, nous vous remercions.